Voilà, donc Laurent, peut-être un mot de présentation et puis ensuite, bien sûr, on va faire une petite introduction et puis on te laissera la parole un peu plus tard. Qui es-tu, Laurent? Déjà, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Laurent Gonzague, directeur industriel du Technicentre Occitanie. Je vous décrirai ce que c'est qu'un Technicentre un poil plus loin tout à l'heure. Aujourd'hui, mes missions sont de diriger tout ce qui est transverse à l'intérieur du Technicentre, tout ce qui est gestion des patrimoines de nos installations industrielles, entretien et développement, bien sûr. C'est aussi le service supply chain, des achats jusqu'à la livraison des pièces au plus près des engins dans les ateliers, gestion des stocks, et expédition, réception. C'est aussi la planification de la charge de maintenance, donc à différents horizons de temps, que ce soit aujourd'hui, la semaine prochaine ou à 18 mois, pour anticiper les problématiques à venir, qu'elles soient de formation, d'approvisionnement ou de transfert de charge. C'est aussi les méthodes, donc l'organisation sur le terrain. Et qu'y a-t-il d'autre? Il y a ce qu'on appelle chez nous le REX, certains d'autres appelleront le RETEX, le retour d'expérience, sur le comportement de la flotte en ligne, pour voir quelles sont les pannes récurrentes qui arrivent et comment y remédier, sur la façon dont ont été travaillées aussi dans les ateliers, les erreurs que nous pouvons faire et de faire en sorte que ça n'arrive plus. Et je pense avoir fait le tour. Je suis aussi directeur adjoint du Technicentre. Je pense avoir fait ça. Voilà, le tour. Eh ben super, merci Laurent et on te donne la parole un peu plus tard. Et donc Christian, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, donc bonjour à tous, Christian Guérin, je suis consultant depuis 2006 dans le cabinet Optime Ressources. Au préalable, j'ai eu une expérience opérationnelle dans le monde de l'industrie plutôt automobile, hein, poids lourd, puis autocar autobus, avec aussi bien de la production que de l'ingénierie. Et puis, donc j'ai découvert la théorie des contraintes quand j'ai rejoint Optime Ressources et là j'ai commencé à me dire j'avais beaucoup de réponses à toutes les questions ou tous les problèmes auxquels j'avais été confronté. Et donc on a eu l'occasion de creuser tous les apports que peut nous apporter cette théorie des contraintes. Et je suis ravi d'avoir pu faire partager cette réflexion dans cette mission dont Laurent va nous parler tout à l'heure. Voilà, très bien. Et moi, donc, je suis Paul, donc un consultant aussi associé d'Optime, et j'ai un passé aussi dans l'automobile, 17 ans chez un constructeur et depuis 11 ans chez Optime Ressources. Voilà, et très contente de vous accueillir et d'être avec vous ce matin. Donc peut-être on va démarrer. Je vais vous montrer deux, trois petites choses en introduction et puis ensuite on pourra continuer. Donc la première chose, c'est pour utiliser Teams. Donc si vous n'avez pas l'habitude et que vous utilisez plutôt Zoom, sachez que dans cette barre d'outils en bas, vous avez votre micro et vous pouvez bien entendu couper votre micro. On vous donnera pas directement la parole aujourd'hui parce qu'on est un petit peu nombreux et on utilisera plutôt le chat. Donc pour aller dans le chat, il faut utiliser la conversation qui est ici avec ce petit symbole. Ça va vous ouvrir une fenêtre sur le côté droit et vous pourrez ainsi interagir avec nous, poser des questions avec Laurent, etc. Voilà. Et puis on verra que si jamais tout à l'heure, à la fin, si on a 2 minutes, on fera une petite photo de groupe tous ensemble avec le mode ensemble. Voilà, donc bienvenue encore. Donc je me suis permis de piquer cette photo à la SNCF que j'ai trouvée sur internet, qui était sympa. Donc bienvenue. Vous représentez pas mal d'entreprises. Il y a quelques représentants de la SNCF, il y a quelques consultants, et nous sommes donc très contents de vous accueillir pour ce webinaire qui va se passer globalement avec un petit exercice entre guillemets, une petite démonstration de la théorie des contraintes en introduction. Ensuite, on laissera Laurent nous présenter le Technicentre et comment il s'y est pris pour avancer sur la performance. Et ensuite, Optime, on prendra quelques minutes pour compléter, on va dire, la présentation de Laurent au niveau peut-être des quelques apports un peu plus théoriques. Et enfin, on aura un petit moment de questions-réponses après l'intervention de Laurent. Donc pensez bien au fur et à mesure à poser vos questions dans le chat et puis Christian fera le gentil organisateur et nous posera les questions en live. Et voilà.
Donc, je vous propose qu'on démarre sans tarder avec un live. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça, donc j'espère que ça va fonctionner. Je vais, hop, du coup, arrêter de partager pour que vous puissiez voir mon écran. Je vais proposer peut-être à Christian et Laurent, juste pendant le temps de la démonstration, de couper vos caméras, si ça vous embête pas, juste pour que tout le monde le voit en grand écran. Hop, je tourne un peu mon écran. Pour ceux qui connaissent, c'est l'exercice, la démonstration de la bouteille. Je vais demander à Christian de mesurer le temps que je vais mettre pour vider cette bouteille. Donc vous devez voir la bouteille qui est ici, d'accord? Et je vais la vider dans un saladier, hein, pas par terre. Et on va mesurer le temps que je vais mettre pour la vider en la mettant verticale. Et puis ensuite, évidemment, on va changer une petite chose, et puis on va me remesurer le temps. Donc voilà. Donc Christian, tu es prêt? C'est prêt. 3, 2, 1, top. 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 10 secondes, 7. Très bien, merci. Très bien. Alors, si vous avez, je vais vous laisser peut-être quelques secondes pour dans le chat, si vous avez, alors sauf ceux qui connaissent évidemment, hein, mais pour ceux qui connaissent pas, si vous avez une idée pour comment je pourrais faire pour vider la bouteille plus vite, hein, je vous laisse quelques secondes pour interagir avec nous dans le chat. Donc je vais l'afficher pour voir que je puisse voir si vous avez des idées qui vous viennent. Voilà, comment on pourrait faire pour vider cette bouteille plus vite que en 10 secondes, un peu plus de 10 secondes. Voilà. Mettre de la bière Très et bien. s'en servir, c'est C'est une très bonne idée. Surtout en ce moment, hein, voilà. Mais bon, il pleut là, à Lyon, hein, on a quelques rayons de soleil. Alors, je vais vous proposer la piste que nous vous proposons pour réfléchir autour de cette notion. C'est, regardez bien, je vais légèrement modifier ma façon de faire. Regardez bien. Alors, t'es prêt, Christian? Attends, j'étais en train de regarder parce que je voyais qu'il y avait Marion, excuse-moi. C'est bon. 3, Bon. 2, 1, c'est parti. Top. 5 secondes 2. Super, j'en ai mis partout, hein. Vous êtes témoin, j'ai mis de l'eau partout. Hop, parce que mon réservoir est un tout petit peu petit. Voilà. Donc, merci Christian pour cette démonstration, pour cette mesure. Donc, on voit que dans cette illustration, on voit que la bouteille n'a pas changé, que l'eau n'a pas changé, il y a la même quantité, et que nous avons pu mettre 2 fois moins de temps pour vider cette bouteille, finalement en changeant très peu de choses. Et en fait, cette démonstration avec cette bouteille, c'est l'illustration peut-être la plus simple, la plus claire de ce que la théorie des contraintes souhaite nous apporter et va nous apporter dans les process qui soient services ou industriels, c'est-à-dire comment identifier les difficultés vraiment importantes et les résoudre de manière simple et souvent sans gros investissements et sans grosse transformation de votre outil industriel ou de vos processus de service. Ainsi, vous avez une question importante, hein, à répondre quand vous voyez cet exercice. Dans la première étape, la question qui est quel est le problème en fait? Qu'est-ce qui limite ma capacité à vider ma bouteille? Si je considère, alors c'est implicite hein, dans notre exercice, si je considère que mon système a comme objectif, comme but, de vider la bouteille le plus vite possible. Donc dans cet exercice, si mon but c'est de vider la bouteille la plus vite possible, voilà, quel est ce qui l'empêche de se vider hein? Je vous laisse continuer à interagir avec quelques mots, si vous souhaitez dans le chat hein, au fur et à mesure. Donc je vous laisse peut-être quelques secondes pour donner votre avis. C'est qu'est-ce qui a limité qu'est-ce qui limite notre capacité à vider cette bouteille quand on regarde cet exercice? Eh oui. Alors, merci Patrick. Vous voyez que effectivement, en théorie des contraintes, souvent on parle de contraintes, on pourrait parler aussi de goulot, hein, on peut parler de qu'est-ce qui limite la capacité d'un système à créer de la valeur. On va appeler ça une contrainte, on va appeler ça un goulot.
Et effectivement, les bulles d'air, je suis d'accord, les bulles d'air qui veulent remonter dans la bouteille empêchent l'eau de se vider. Et donc, on a un conflit au goulot qui se passe au goulot et qu'il va falloir qu'on résolve. Et donc, là, dans la deuxième façon de faire l'exercice, j'ai créé une rotation, donc là, une sorte de vortex qui permet à l'air et à l'eau de rester séparés et d'avoir un flux continu. Et en fait, sans rien changer au moule de la bouteille, sans rien changer à ma bouteille, j'ai réussi à avoir une performance qui était deux fois meilleure. Voilà, donc c'est une illustration de la théorie des contraintes. On va y revenir au fur et à mesure, évidemment, de la présentation de Laurent, puis de notre présentation tout à l'heure. Et maintenant, je vous propose du coup de donner la parole à Laurent pour qu'il puisse présenter ce qu'il a préparé pour nous. Hop. Laurent, la parole est à toi. Normalement, tes slides sont juste derrière. Voilà, c'est ça. Hop, et je coupe ma caméra pour que tout le monde te voit bien. C'est à toi. Merci, bonjour à tous. Je ne sais pas si je vois pas les slides. Bon, ils n'y étaient pas, donc merci de l'avoir remarqué. Ça y est, ils y sont normalement. Ça peut aider. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce qu'on a fait avec l'équipe d'Optime, avec Paul et Christian sur le Technicentre à Toulouse. Donc, vous voyez là une image de l'intérieur de l'atelier, il y a quelques temps en arrière. On va vous parler déjà vous dire, bon, pas présenter la SNCF, je pense que tous les Français savent à peu près ce qu'est la SNCF et ils l'adorent beaucoup. Je vais essayer par contre de vous parler un petit peu du Technicentre. Tout le monde n'imagine pas ce que c'est. Je vais vous dire pourquoi on a fait cette mission, c'est-à-dire qu'on est parti des ambitions 2030 de notre TER Occitanie, donc de ce qu'on veut faire à horizon 2030. Du coup, on s'est dit qu'il fallait une rupture. Le projet qu'on a lancé, et on finira avec quelques échanges questions si vous en avez. Donc là, si tu peux passer. Donc très rapidement, hein, vous savez très bien que la SNCF existe depuis 1938. C'était l'agrégation de tous les services sur tous les territoires en France. Donc on a créé une grande entreprise. Il y a eu un changement de statut juridique en 2020 pour redevenir ESA, parce que c'était une ESA aussi à une certaine époque. Quelques chiffres clés, c'est 140 000 salariés au sein de la SNCF. Le groupe est un poil plus grand, et j'ai marqué que des chiffres. Un chiffre d'affaires 2020 qui a souffert, mais qui était quand même à 32 milliards d'euros. Donc rapidement, la SNCF, c'est un grand groupe avec maison mère, quelque chose qui gère l'immobilier, plusieurs services partagés et la sûreté ferroviaire qui intervient sur tout le territoire. Et ensuite, d'autres SA, on va appeler filles, donc Keolis, que certains connaissent, et notamment autour de Lyon, il y a Keolis, donc vous pouvez bien connaître. Géolis, donc Keolis qui s'occupe d'exploitation de services de transport métropolitains. Géodis qui s'occupe de tout ce qui est transport de marchandises sur le territoire français, mais aussi à l'international. Voyageurs, auquel j'appartiens, qui s'occupe de tout ce qui est transport de voyageurs, donc avec tout ce qui est transilien, voyage pour tout ce qui est TGV et aussi le transport du quotidien TER. Et ensuite, donc rail logistique et donc tout ce qui est transport fer à l'international. Et ensuite, notre branche réseau qui s'occupe donc de tout ce qui est l'infrastructure, voie caténaire, centrale sous-station et sa filiale Gare et Connexion qui gère tout ce qui est exploitation de nos gares, comme Aéroport de Paris pourrait faire pour l'exploitation d'un aéroport. Donc, on arrive dans un monde de plus en plus concurrentiel pour le marchandise, ça existe depuis 2006. Le voyageur, ça a commencé et de plus en plus, on entend parler d'appels d'offres pour le train du quotidien aussi. Donc, il faut se préparer et qu'on monte en gamme en termes de ce qu'on propose pour nos clients. Et donc, comme je vous l'ai dit, Technicentre Occitanie, lui, est à l'intérieur de la branche voyageur au sein d'Activity TER. Donc, qu'est-ce qu'un technicentre tout simplement, c'est le garagiste. Moi, j'aime bien ce terme. Certains pourraient dire qu'il est péjoratif, mais je pas du tout. Le garagiste est là et quand vous rentrez chez un garagiste pour votre voiture, vous avez de suite confiance ou pas. Voilà, donc, c'est important de donner cette image-là. On travaille un peu dans l'ombre pour le client, puisque lui, il voit que les rames et il ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais on fait donc toute la maintenance d'environ 200 engins
donc 200 engins de matériel roulant, sur 6 séries différentes, donc 6 types de matériel différents. On fait de la prestation mouvement, ce qu'on appelle dans notre jargon mouvement, donc c'est bouger des rames sur notre site. C'est des opérations de logistique, donc station-service, donc pleine gasoil, pleine sable, pleine de lave-glace, relevé de ce qu'on appelle les cassettes ATES, donc c'est la bande graphique, c'est un peu la boîte noire du train qui permet de vérifier que d'enregistrer tous les paramètres du train et vérifier que tout se passe bien en termes de conduite. Et aussi c'est la propreté, donc nettoyage des rames, détagage et désinfection. Donc c'est un peu une nouvelle mission qui est arrivée ces derniers temps, mais qui est extrêmement importante et qui donne confiance aux clients et qui doit s'intégrer dans notre charge. Donc ce qui voudrait dire que notre mission, c'est garantir des rames propres, disponibles pour le plan de transport et d'un niveau de sécurité optimal. Je donne toujours l'image d'un quelqu'un qui prend le train et qui pense pas, il s'appuie directement sur les portes, comme dans le métro. Hein. Voyage en s'appuyant sur les portes. Il ne vient pas à l'esprit que les portes pourraient s'ouvrir en ligne. C'est naturel, il monte dans un train, il sait qu'il va arriver entier. Et il faut garantir cette sécurité. Les chiffres clés, on a environ 500 agents qui sont répartis sur 4 sites différents, Toulouse, Nîmes, Perpignan et Tarbes-Lourdes, donc c'est toute la région Occitanie. Et le site de Toulouse représente à lui seul 2 tiers de ces effectifs-là. Site de 25 hectares, 3 ateliers sur le site, 2 stations-service. Bon, c'était un peu pour vous planter le décor, ça commence à être quelque chose un petit peu gros, même s'il y a encore plus gros en France, mais pour nous c'est un briquet et c'est pas facile. Maintenance bien sûr 7 jours sur 7, en 2/8 ou 3/8 en fonction des sites. Et une maintenance qui est surtout basée quasiment totalement sur de la maintenance modulaire. C'est quelque chose qui est fait pour favoriser la disponibilité de la flotte. Un des événements qui a fait qu'on a eu besoin d'Optime, c'est que dernièrement, donc l'année dernière, nous avons reçu 18 nouvelles rames Regiolis Alstom qui ont été livrées sur 6 mois, et ceci sans prévoir d'installation supplémentaire ni de ressources supplémentaires. On a aussi perdu, on a arrêté aussi d'autres rames dites Z2 qui étaient aussi des Alstom mais qui étaient à bout de souffle, et on a voulu rationaliser la flotte aussi. Donc, mais ces 18 nouvelles rames à intégrer dans notre plan de charge. Là, c'était juste pour vous montrer un synoptique de à quoi ressemble une partie du site de Toulouse. Il n'est pas complet. Sur la droite n'apparaît pas, mais on arrive de suite sur la gare de Toulouse-Matabiau, donc un nœud ferroviaire très important et qui est pas mal saturé, qui n'est pas que TER, hein, il y a du TGV, de l'Intercité, il y a du fret qui passe par là. Sur le milieu, donc c'est ce qu'on utilise essentiellement. Sur le petit faisceau en bas à droite, c'est le dernier atelier qui est né, qu'on appelle l'ERM2, pour établissement régional de maintenance numéro 2, donc avec toutes les nouvelles rames qui passent par là, qui sont dédiées là. Sur le faisceau du milieu, là, il y a l'atelier, il y a les stations-service et l'atelier ERM1 qui était dédié, qui date de 2000-2005 et qui fait des séries type ce qu'on appelle AGC, automoteur grande capacité, qui est de Bombardier, et des 73 500, donc c'est les plus petits automoteurs. Il y a l'autre atelier et sur un autre faisceau qui n'est pas représenté, la page n'était pas assez grande, qui était lui à l'origine dédié à des voitures pour rail, mais qu'on essaie de travailler sur soit du 73 500, soit sur des bouts d'automoteurs en faisant bouger les rames à l'intérieur. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que il faut vivre là-dedans, beaucoup de voies, beaucoup de mouvements. Vous comprenez que ça peut être très rapidement complexe de passer d'un endroit à l'autre. C'est des heures de manœuvre. Voilà, c'est en heures qu'on parle, c'est pas 10 minutes. C'est pas on va plus vite à pied qu'avec un train. Donc maintenant, pourquoi il a fallu qu'on bouge. Voilà, Terre Occitanie s'est fixé avec le service de transport LIO Occitanie des ambitions. C'est augmenter le nombre de voyageurs, hein, plus 58%, donc c'est passé à 100 000 voyageurs jour en 2030. Faire plus de trains, plus de places offertes pour nos clients, mais tout ceci avec le petit encart gris là qui dit en gardant une contribution financière stable, bien évidemment. Donc c'est faire plus de trains, plus de voyageurs, mais pour que ça ne coûte pas plus cher à la région, j'allais dire Languedoc, excusez-moi, Occitanie. C'est un vrai challenge. Donc pour ceci, on veut faire de la satisfaction aux voyageurs. C'est 90% de voyageurs satisfaits en plus.
2% d'irrégularité cause TER. Donc l'irrégularité, c'est vraiment les trains qui arrivent en retard à 5 minutes et qui seraient cause TER de 2% pour viser 95% de ponctualité terminus. En ce moment, on est plutôt à 91, 92. Voilà. Et un taux d'engagement du matériel roulant en 2030 de 92%, ce qui est énorme. Aujourd'hui, on est plutôt, l'année dernière, à 79, 80. Donc vous voyez le saut de performance qu'il faut faire, c'est gagner plus de 10 points de dispo flotte. Donc on s'était dit qu'il fallait quelque chose de un peu plus rupture que ce qu'on faisait d'habitude. Et le troisième engagement, c'était bien sûr diminuer les émissions de CO2. Donc c'est basculer plus en électrique, aller sur des choses telles que train à hydrogène, train à batterie, nouveaux types de carburants qui font que nos émissions de CO2 baissent. Donc c'est surtout sur le 92% d'engagement qu'on a travaillé avec Optime. Donc la rupture, ben pourquoi? Parce que vous avez compris, je vous ai parlé d'un système extrêmement complexe. Hein. Là, je vous ai montré que notre site, mais il y avait la gare de Matabio. Et c'est surtout faire l'interface entre la maintenance que nous réalisons et l'exploitant qui est Terre Occitanie, qui a besoin, lui, de faire bouger les rames en permanence sur pour satisfaire nos clients. Hein. Aller de Toulouse à Montpellier jusqu'à Nîmes, même, ou Toulouse-Perpignan, ou aller sur ce qu'on appelle le Quart Nord-Est, aller au fin fond de l'Aveyron et autres. Mais c'est surtout garantir que le planning de maintenance. J'ai des rendez-vous à faire et il faut que mon exploitant me ramène la rame en temps et en heure pour pas que je perde un créneau de maintenance parce que j'aurais du mal à le rattraper. C'est aussi un site où beaucoup de manœuvres et donc c'est compliqué. Il ne faut pas embourber le site. J'ai une infrastructure qui coûte extrêmement cher, même que les matériels roulants, parce que ça aurait été peut-être facile de dire, oh, ben, on se construit un 4e atelier ou on rajoute des rames en plus. Hein, c'est si facile, c'est plus simple, mais ça a un coût extrêmement cher. Tout ce qui est matériel s'amortit sur 30 à 40 ans. On n'achète pas des rames comme on achète des bonbons. Nos compétences aussi, les compétences de maintenance, bien qu'il y ait la maintenance dite de base, qui est le changement de filtre, de vérification, il y a des opérations qui sont un peu plus complexes et où des habilitations SNCF sont nécessaires parce qu'elles ne s'apprennent pas à l'école. Hein, c'est des habilitations qu'on acquiert au interne SNCF et qui sont soumises à autorisation parce qu'elles ont des niveaux de sécurité. Et ces compétences sont un peu rares, c'est-à-dire que tous mes agents ne les ont pas. Et une 4e contrainte, c'est la volonté d'être à l'heure, d'être à l'heure. Certains pourraient en rire, mais non. On a la volonté de vouloir être à l'heure, ce qu'on appelle la démarche à 0-0, c'est nous. Et implicitement, enfin, personne n'y pense, mais finalement, on se dit, ben, pour être à l'heure, je vais prendre un peu de marge. Sauf que certains auraient tendance à dire, à chaque étape, je vais prendre ma marge, et à la fin, ça fait trop de marge, et le système ne tient pas. Donc, en fait, il faut mettre de la marge juste au bon endroit. Si tu pouvais... Donc ça, c'était pour vous montrer un peu les enjeux. Notre dispo flotte, au moment où on a commencé la mission, hein, lorsque j'ai fait le kick-off avec les équipes, je leur ai montré ce graphique. L'objectif 2020 était de 82% pour tenir le plan de transport. Et en bleu, vous voyez les chiffres que nous avions. Alors après, ça va dépendre à quelle heure on le mesure. Il peut y avoir les chiffres de la police et des syndicats. C'est toujours pareil, on discute autour de ça. J'ai pris cela, c'était pour avoir la tendance en tout cas. On voit que 2020 était meilleur que la fin de 2019. On a eu des problèmes on a eu des crises. On a eu surtout aussi la Covid qui a impacté, hein, avec l'arrêt des rames et la remise en service des rames qui a été quelque chose d'inédit pour nous aussi à la SNCF. Mais les enjeux, c'est quand même énorme. C'est gagner 10 points de flotte. Donc on a une flotte d'environ 200 engins. C'est juste gagner 20 engins. Éviter d'arrêter 20 engins de plus par jour. C'est une révolution pour nous. Voilà. Et ceci sans une nouvelle installation ni ressources supplémentaires. Et donc on avait envie avec mon directeur de faire une rupture. Tous les deux, on avait lu Le But de Goldratt et on s'est dit on veut utiliser la théorie des contraintes. Et Optime nous a aidé à ça. Voilà. Si tu pouvais passer. Donc on a lancé le projet qu'on a appelé Performance Toulouse. Le premier truc qui a été fait, ben, c'est Christian et Paul sont venus, ils ont fait un petit diagnostic terrain, ils ont interrogé pas mal de gens, du directeur jusqu'à des agents, en passant par les chefs d'équipe et les chefs d'unité. Et après, on a fait un travail de groupe et déjà, on allait chercher le but. C'est quoi le but du Technicentre? On l'a défini, on l'a appelé maximiser la disponibilité dans la durée du matériel nécessaire
pour le plan de transport, bien sûr. En sécurité, fiabilité et propreté. Le but du jeu, c'est pas de sortir les rames rapidement et qu'elles tombent en panne en ligne, parce que sinon je vais faire d'irrégularité et je vais pas satisfaire mes clients. Propreté, pareil, pour l'image de marque. Et en sécurité, parce que ça, c'est un fondamental, on ne renie pas. J'aurais pu rajouter aussi à l'heure, mais ça, c'est aussi dans l'ADN, on ne l'a pas mis. Donc, on a entendu parler de goulot tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'on a représenté une instruction là d'un goulot. Et en fait, nous, le goulot, ben, il est un peu plus complexe. Peut-être qu'ils vous en parleront tout à l'heure, mais notre goulot, c'est un triptyque en fait de 3 choses. Bon, forcément, triptyque, c'est vraiment la contrainte est liée à la disponibilité de mon infrastructure, de mon atelier, parce que pour faire certaines opérations, j'ai besoin d'installations spécifiques, fausses passerelles, parfois que de fausses, parfois que de passerelles, mais des fois j'ai besoin de fausses passerelles qui coûtent cher. Bien sûr, les rames, je vous l'ai dit, parce que on a 200 rames qui roulent. Il me faut tel numéro de rame, tel jour, à tel endroit, à telle heure. C'est compliqué pour l'exploitant et bien souvent, c'est moi qui en fais les frais. Et bien sûr, la compétence de mes agents, puisque pour faire certaines opérations, il faut que j'ai une compétence spécifique. Et il peut être amené à être malade, en congé ou autre, et il faut que je puisse avoir un certain nombre de compétences dans les équipes. Donc, c'est vraiment maîtriser ce triptyque-là pour passer un maximum de maintenance. Si tu pouvais passer. Donc, on a travaillé sur 3 chantiers différents. Bon, fais apparaître aussi les courbes, comme ça les gens pourront voir. J'en parle en même temps. On a fait 3 chantiers. Le chantier numéro 1, ça a été de dire comment on peut gagner rapidement de la dispo. Tout simplement, on s'est dit qu'on gaspillait monstrueusement de la ressource, quelle qu'elle soit, sur les 3 types. Parce qu'en fait, on se dit, on n'a qu'à travailler tout simplement plus la nuit et le week-end, quand les rames roulent moins. Sauf que le nombre de rames qui rentrent sur site sont limitées, parce qu'elles ne dorment pas toutes à Toulouse, hein, elles sont éclatées aussi aux confins de la région. Pourquoi? Parce que pour que les gens puissent venir travailler à Toulouse ou à Montpellier le matin, il faut que les trains partent tôt de l'extrémité de la région pour venir vers les gros centres. Donc du coup, il n'y a qu'un certain nombre de rames qui dorment ici et je ne peux pas toutes les voir. Donc du coup, et il faut que les rames qui dorment à Toulouse le matin, ou à Nîmes ou Montpellier, puissent repartir pour aller vers l'extérieur de la région. Donc les rames rentrent généralement tard le soir pour pouvoir assurer la pointe du soir. Et on me demande de les faire repartir très tôt le matin pour pouvoir assurer les premiers trains du matin qui sont aux alentours de 5h, 5h30. Donc ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on gaspillait de la ressource parce que le soir, les rames rentraient super tard. On me demandait de courir pour faire de la maintenance et du coup, j'en faisais pas assez. Ce qui fait que sur une vacation de 8 heures d'agent de maintenance que j'avais, on gaspillait entre 30 et 40%, voire même peut-être plus parfois, en fonction des aléas. Ce qui fait que je gaspillais des créneaux. Idem sur le week-end et même en journée, puisque le matin, les trains font une pointe. On courait, on travaillait dessus pour qu'elle ressorte le soir, pour faire la pointe du soir. Donc, un gros gaspillage. Donc là, la première idée a été de dire, au lieu de travailler que sur 8 heures où on vous met une pression folle et finalement, au risque de rater la pointe du soir et de ne pas faire le H00, eh bien, on se limite à faire que des petits modules ou des petits regroupements et quitte à pas réaliser notre contrat, ce qu'on appelle notre contrat de confiance, qui est de dire je libère la rame en temps et en heure, en toute sécurité et propre. Donc du coup, on gaspillait tout. Là, on s'est dit, on fait double créneau, on fait un jour-nuit, nuit-jour, ou si on a un 3-8, 2 créneaux de 3-8 d'affilée, pour maximiser les opérations. Donc là, on en rentre plus. S'il y a des aléas, on peut les combler sur la chose d'après. Donc, on ne gaspille plus de la MOD. Et en plus, je vous ai parlé qu'il y avait du mouvement. Je réalise à faire un peu moins de mouvement sur le site. Donc, ce qui tend un peu moins les équipes. L'autre problématique qu'on avait, c'était ce qu'on a appelé ce que moi je pourrais appeler le méthode inversée. C'est-à-dire que on travaillait que sur les butées de maintenance, c'est-à-dire que toutes les opérations ont une date butée de réalisation. C'est comme votre contrôle technique. Il se finit ce matin, demain, vous ne pourrez plus utiliser votre voiture. Nous, c'est pareil pour nos engins, c'est une question de sécurité. Sauf que on travaille qu'avec ça pour gaspiller le moins, parce qu'on pensait que gaspiller de pas de maintenance, c'est pas bien. On gaspille de l'argent. Sauf qu'en fait, en faisant ça, en haut, je vous ai représenté les modules qui sont ce que j'appelle le fonds de commerce.
ce qui revient très souvent, hein. Ça peut être du calendaire, ça peut être du temps de fonctionnement ou des kilomètres, mais c'est quelque chose qui revient très souvent et qu'il faut qu'on assure toute l'année. Que ce soit le jour de Noël ou en plein milieu du mois d'août, il faut que ces opérations-là soient faites. En bas, c'est plutôt des opérations qui sont opérations qu'on revoit une fois par an ou une fois tous les 2 ans, mais qui sont par contre très cossues non, tu me l'as enlevé, remets-la s'il te plaît, et qui sont très chronophages. On voit que, merci, le système de couleurs en fait est ce qui représente ce qu'on appelle la pression, c'est-à-dire que quand c'est en bleu, c'est-à-dire qu'on le fait très en avance, on mange du pas de maintenance. En rouge, en vert, c'est très bien, c'est-à-dire qu'on est entre plus de 85% et jusqu'à 93% du pas de maintenance. Et en rouge, c'est quand on est au-delà de 94. Donc là, on est en risque. C'est très bien, on mange pas de pas de maintenance. Par contre, on s'approche de la butée. Et là, c'est très en risque. Parce que avec le système que l'on a, on peut très rapidement tomber en rade, arriver à la butée et ne plus pouvoir ramener l'engin. Donc c'est un risque. On le voit que par contre, donc en bas, sur les modules qui sont très chronophages, en fait, on subissait complètement. Autant en haut, on voyait qu'on subissait de temps en temps, surtout l'été, la semaine 34 à 37, ce qui est normal parce qu'on a moins d'agents. Mais par contre, le reste de l'année, on est souple, on peut bouger. Par contre, les autres qui sont très chronophages, on subissait complètement. C'est-à-dire qu'on en arrivait même, vous avez vu qu'il y a des choses qui sont à plus de 1, donc les rames étaient arrêtées et en attente de prise en main. Ce qui est totalement inacceptable pour l'exploitant, qui a une rame qui dort là et on n'y touche même pas en plus. Hein. La logique a été de dire, on va inverser cette logique-là. On va plutôt prendre de la marge sur ces modules-là qui sont très chronophages et qui reviennent très peu de temps. Donc si on mange un petit peu de marge, c'est pas bien grave. Et par contre, on va essayer de s'approcher plus de la butée sur les autres, tout en gardant de la marge aussi, parce qu'il peut y avoir des aléas. Et on a mis en place ce qu'on appelle le takt time. Bon, tous ceux qui travaillent dans l'industrie savent ce que c'est. Le mot qui peut faire peur, qui n'est pas français en plus. Mais tout simplement, c'est pour maîtriser la rentrée des rames et en se disant, pour une série qu'on a, Z Regiolis par exemple, c'est celle d'Alstom, qui est électrique. Z comme électrique, hein, c'est bien connu. Les rames reviennent tous les 13 jours, en fait. En fonction du kilométrage qu'on fait, on a calculé. Et tous les 13 jours, on reprend un engin. Vous allez dire, c'est souvent. Mais en fait, je ne vous ai pas montré, mais ce qu'on a mesuré sur 2019, c'est qu'une rame rentrait tous les 8 jours en moyenne en maintenance préventive. Donc en fait, là, on se dit, on va les rentrer que tous les 13 jours. Donc mécaniquement, limite, on va les voir 2 fois moins qu'avant. Donc ça gagne encore en mouvement et par contre quand on va rentrer, il va falloir qu'on envoie le paquet. Donc ça c'est le 3e point, c'est surbooker les rendez-vous, c'est-à-dire qu'on prévoit toute la maintenance, quitte même à prévoir des rendez-vous qui étaient plus loin ou des petites opérations en plus que si le préventif se passe bien et qu'on a encore de la place pour faire autre chose, on en prend. Par contre, si il y a eu un aléa, on n'a pas pu le faire ou un agent qui est malade ou quelque chose comme ça, hop, c'est un rendez-vous qu'on pourra repousser dans le temps et on le reprendra sur un autre rendez-vous parce qu'on a largement le temps. Le but du jeu, par contre, c'est quand on fait rentrer une rame sur l'installation, on envoie le paquet et on sature le maximum. Parce que mon installation coûte cher, mes compétences coûtent cher. Donc le but, c'est d'en faire le plus possible. Donc là, j'ai à peu près résumé rapidement ce qu'on a fait sur le chantier. Là, c'est pour vous montrer un petit peu donc, ce que je vous ai dit, Z Regiolis, Z comme électrique, donc c'est des engins qui sont totalement électriques. Et le B Regiolis, c'est B comme thermique. En fait, c'est B comme bimode, qui sont électriques et thermiques. Donc, c'est quasiment les mêmes engins, sauf que vous avez des moteurs thermiques en plus qui permettent de faire la source d'énergie. Le moteur thermique n'engraine pas les roues, mais permet de créer l'énergie qui alimente les moteurs électriques. Donc, on a commencé à déployer. Donc, ça, c'est les numéros de semaine de 2021. On a commencé à déployer le takt time sur Z Regiolis. Bon, au début, le takt time on a dû recaler le cycle en fait, parce qu'on avait des butées de maintenance qui étaient prêtes, on n'a pas pu faire le rythme qu'on voulait dès le début. Il a fallu qu'on recale le cycle. Donc on voyait que jusqu'à la semaine 8, on avait des moyennes de taux de dispo matin et soirée qui étaient inférieurs à 80, sauf de temps en temps où sur 2 semaines d'affilée on était plus haut. Mais ça en fait c'est pas qu'on a été bon cette semaine-là, c'est tout simplement qu'on a pris moins de Z Regiolis en maintenance. Pourquoi? Parce qu'on vivait avec les butées, donc c'est quelque chose qui était cyclique, on a une cycloïde. Des fois on en prend plus, des fois on en prend moins. Et la dispo suivait le même cycle en fait.
ce qui est totalement inacceptable. L'exploitant, il a besoin d'avoir une dispo constante toute l'année, plus, bien sûr, moins, pas du tout. Et on voit maintenant que depuis la semaine 8, alors au début c'était aléatique, mais là depuis la semaine 14-15, la dispo, elle ne descend pas en dessous de 82-83 le matin, et on arrive à faire des chiffres en soirée qui dépassent les 90% assez régulièrement maintenant. Par contre, on voit bien sur Béret Julis, qui n'est pas du tout déployé, on voit ce cycle de cycloïde où il y a des semaines où on fait beaucoup, des semaines où on en fait moins. Et par contre, vous voyez que les chiffres, ils sont faibles, ils sont maximum 80-85, et c'est parce qu'on a peu d'engins en maintenance, ce qui est inacceptable. Donc les premiers chiffres sont là, j'ai hâte d'être déployé de Béret Julis, hein, c'est pas avant semaine 25 malheureusement. On a commencé à déployer notre série, là, mais là depuis quelques semaines. On n'est pas allé aussi vite qu'on voulait, je vous l'expliquerai après. Si vous pouvez tourner. Ah, oui, là c'était les flèches pour vous montrer la cycloïde. C'est parce qu'en fait c'est le nombre d'engins. C'est tout simplement, quand il y a beaucoup de butées qui arrivent, je prends tous mes engins en même temps. Je suis obligé, puisque sinon ils ne roulent pas de toute façon. Mais du coup, la dispo s'effondre, c'est affreux, quoi. C'est pas possible. Et j'ai l'exploitant qui après qui est obligé de choisir ou voire supprimer du train, ce qui me crève le cœur, mais qui est inentendable, hein, mais ça arrive parfois, parce qu'on n'arrive pas à avoir une dispo constante. Ensuite, on a prévu deux autres chantiers. Le chantier 2 qui est avoir développé des outils qui nous permettent de maximiser les rendez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a des outils qui nous permettent de voir les compétences des agents, mais il n'y en a aucun qui se parle entre eux et qui nous permet de maximiser tout ce qu'on pourrait faire au niveau des équipes. Et on cherche un peu le mouton à 5 pattes. On a quelque chose, 2-3 trucs qui s'y ressemblent, et donc là c'est simple, c'est soit j'arrive à développer quelque chose en interne mais qui coûte cher, soit j'arrive à trouver quelque chose dans le commerce qu'on pourrait adapter pour pas trop cher et qui pourrait nous aider à maximiser. À savoir qu'on fait nos horizons de planification, c'est-à-dire que dans S+4, c'est-à-dire que dans 4 semaines, je sais ce que je vais faire, et on essaye d'affecter déjà le nombre des agents pour lier des compétences pour caler le planning. Voilà. Le but du jeu, c'est aussi pouvoir modifier ces plannings très rapidement, parce qu'il peut y avoir un aléa, une réparation à faire rapidement, donc il faut l'insérer dans le planning. Et aujourd'hui, c'est trop fastidieux de le faire, il nous faut quelque chose qui aille beaucoup plus vite. Troisième chantier, c'est effectivement changer le roulement des agents. Pourquoi? Parce que ça aurait pu être d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit souvent, on me dit, ah, je travaille pas assez la nuit le week-end, et on me dit, ben, change tous tes roulements agents, ça sera plus simple. Socialement, ça a un coût, c'est aussi difficile, faut pas se mentir. Donc la méthode qu'on a mis en place, c'était plutôt de dire maximisons d'abord ce qu'on fait avec nos roulements agents actuels, voyons ce que la dispo flotte on arrive à faire, et si on voit qu'il y a des jours dans la semaine où la dispo n'est pas bonne, où on a des difficultés à passer le plan de transport, on adaptera notre roulement agent pour favoriser. C'est délicat puisque je ne vais pas avoir des agents supplémentaires, ça va être modifier les roulements, peut-être vider mon réservoir compétences à un certain moment pour le mettre ailleurs, mais je vais fragiliser mon organisation. Donc il faut mettre le curseur juste au bon endroit. Si tu pouvais tourner. Voilà. Alors où nous en sommes, je vous ai montré un petit peu. On n'est pas du tout là où on espérait l'être. Hein. On a commencé à l'origine, on voulait lancer ce projet avant l'été 2020. La Covid est arrivée en mars 2020, donc ça a mis vraiment un arrêt à tout. On a réussi à lancer quand même l'étude malgré le fait qu'il y avait un investissement euro à faire. On a réussi à convaincre nos dirigeants. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une rupture à faire et on a pu lancer l'étude, donc c'était à l'horizon septembre-octobre 2020. Mais le distanciel et certaines résistances au changement aussi, il ne faut pas se leurrer, ont fait qu'on a pu lancer les premières choses qu'au début 2021. Et quand on a pris la date de ce webinaire, je pensais vraiment vous arriver avec toutes les séries déployées et les résultats concrets à vous montrer, ce qui n'est pas le cas, et c'est un peu dommage. Bon, mais on continue, on ne lâche pas, et ce que je vous dis aussi, c'est que certains de nos dirigeants ont d'ailleurs voulu mettre la charrue et les bœufs et nous forcer à faire le chantier 3 avant de finir le chantier 1. Pour l'instant, je tiens. Je ne dis pas qu'il faudra faire le chantier 3, mais je ne veux pas le faire n'importe comment. Voilà. Les premiers résultats sont assez encourageants. Moi, mes équipes de maintenance me le disent. Ils avaient l'impression de courir partout en permanence. Le mode pompier, je leur dis souvent, vous mettez votre cape de Superman le matin, vous allez sauver la flotte.
ils travaillent beaucoup plus en sérénité. Ils jouent le jeu, c'est-à-dire que quand ils peuvent avancer le plus possible la nuit ou la journée, les choses pour la vacation d'après, ils le font, parce qu'ils savent que les collègues vont faire pareil, et ça engraine et ça donne une dynamique. Et il y a beaucoup plus de souplesse. Là, on a eu le troisième confinement qui nous est tombé dessus. La charge de maintenance n'a pas arrêté, parce que là, on a moins s'arrêté la flotte, mais on a eu beaucoup de cas de garde d'enfants et autres. On a réussi à passer toute la maintenance et on a joué sur des petits différés, donc c'est des opérations qu'on peut différer parce qu'elles ne sont pas sécuritaires, et qu'on avait prévues à l'origine et qu'on a su enlever pour les recaler plus tard. Ça a été notre variable d'ajustement et ça nous a permis de passer toute la période sans aucun encombre. Voilà. J'espère que j'ai été clair, j'ai été vite, j'ai peut-être mangé même le trait, je ne sais pas, ils me diront. Donc en soi, juste une petite... En soi, je vous parlais de rupture. Ça n'a pas été une rupture dans les outils qu'on a utilisés. Par contre, ça nous a permis de mettre le doigt sur quelque chose. Opti nous a permis de mettre le doigt sur quelque chose, nous donner des idées, des façons de faire qu'on n'avait pas. On a créé des indicateurs et autres que je n'ai pas présentés. Mais par contre, c'est une rupture dans les résultats. Très rapidement, on a vu la dispo augmenter. J'espère que ça va durer dans le temps et on va améliorer la chose. Et les équipes ont compris la chose et qu'on n'était pas là pour faire du moins ça. Par contre, c'était passer plus de choses et le faire de manière plus sereine. Une chose que j'ai appris aussi avec les équipes d'Optim, c'était un système sans marge n'existe pas. Il faut une marge dans un système, sinon il se grippe. Par contre, il faut mettre la marge au bon endroit et que tout le monde partage la même marge et pas mettre une marge à toutes les étapes qui serait destructeur. Ça, c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer aussi à d'autres parce que ils ont tendance à faire le lean, mais dans la mauvaise façon de faire, c'est-à-dire assécher tout et faire marcher le système, sauf qu'il se grippe. Donc, c'est une culture que j'essaie de donner aussi. Voilà. Merci à tous pour votre attention et s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci énormément, Laurent, pour tout ce beau témoignage. On va passer maintenant aux questions. Donc, je vois qu'il y en a qui lèvent la main, mais voilà, comme on l'avait dit tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Ça sera le plus simple. Je débute, Jérôme Gobert. Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Gobert, directeur industriel du Technicentre Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, alors j'avais une question. J'ai malheureusement pas participé aux premières minutes de la présentation. Laurent, quand tu parles de taux de dispo, j'imagine c'est le ratio. Après, on mesure le taux d'engagement du côté d'Aura. J'imagine c'est le ratio de ce que tu engages en pointe sur ce que tu as d'exploitable, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, l'ASTF tous les matins compte l'ASTF, donc la supervision technique de flotte. C'est ceux qui gèrent la flotte et les rendez-vous de maintenance. Et une particularité chez moi, c'est que la STF n'est pas dans le technicentre. Elle est chez les exploitants. Ils comptent le nombre de rames qu'ils ont dispo le matin. Je les pousse à compter les rames le matin et les rames le soir pour pas pour montrer la différence. Mais c'est bien ça, oui. C'est pour la dispo. D'accord. Et l'organisation de maintenance préventive, comment c'est fait en répartition de la main-d'œuvre entre le jour, la nuit, la semaine et le week-end? Alors, j'ai plus de monde le jour que la nuit, en tout cas sur Toulouse. Hein. Autant sur Nîmes, je suis en 3-8, 5-7 et le week-end, je suis en 2-8. Donc, j'ai un gros dispositif. Sur Toulouse, j'ai que du 2-8. Et la nuit, j'ai 2 équipes de nuit, mais que de mardi, mercredi, jeudi, 2 de jour sur ces mêmes journées. Et j'ai pas assez de nuit sur vendredi et samedi, dimanche. Voilà. Et samedi, dimanche, je suis qu'en journée. Et j'ai la nuit de dimanche qui est faite aussi. Ok. Et donc, par rapport au taux de roulement, certains ont tendance à me dire il faut travailler plus la nuit. D'accord. Une question, encore une question technique pour bien comprendre le souci. Donc, je vois qu'il y a des gens qui connaissent un peu l'environnement. Donc, c'était de se dire, voilà, on voit sur le graphe de disponibilité qu'il y a systématiquement moins de dispo lors de la pointe du matin que lors de la pointe du soir. Donc, est-ce qu'on a une explication à ça? Ça peut être lié très certainement. Alors ça, c'est un 4e chantier qu'on a commencé à réfléchir avec Paul et Christian, parce qu'on ne l'avait pas identifié au début. C'était lié peut-être au dépannage.
parce que je n'ai pas assez peut-être de dépanneurs la nuit ou des dépanneurs pas assez calés la nuit. C'est-à-dire qu'on a des dépanneurs de petits choses courantes et par contre ceux les plus pointus sont que de journée. C'est parce que c'est un choix historique sur Toulouse qui était là il y a très longtemps et que je voudrais essayer de me remettre en cause, c'est qu'on a une équipe de dépannage qui est dédiée pour avoir justement des compétences très développées et qui fassent que du dépannage toute la journée. Et j'ai que des équipes de préventif. Là, on est en train de changer les choses où les équipes de préventif font de plus en plus de dépannage, de petits dépannages. Mais voilà, c'était leur montrer les choses qui sont un peu plus complexes ne sont pas forcément faites la nuit. Donc du coup, le matin, je peux avoir un petit coup de moins bien. Et qui généralement se libère dans la journée. Mais pour la pointe du matin, elle fait mal. Donc c'est un des projets peut-être qu'il faut qu'on mette, c'est mettre du dépanneur la nuit. Donc ça fait partie du chantier 3. Et aussi une capacité, j'ai une grosse capacité de maintenance en journée. Donc du coup, j'arrête des rames plus que la nuit. Donc j'arrête des rames facilement en journée, que je libère le soir. Hein. Et on essaie de passer de plus en plus de rames aussi en ce qu'on appelle en creux de roulement. C'est-à-dire pour que ce soit après la pointe du matin et avant la pointe du soir. Et là, par contre, du coup, on travaille que sur 8 heures et on accepte de peut-être faire un peu de gaspillage, mais c'est nécessaire pour pouvoir faire de la dispo aussi. Voilà. Merci. Bon, je vois qu'il y a d'autres questions qui étaient plus techniques sur les rames, si elles sont électriques ou... J'ai répondu, on a eu les deux. Donc, je vais répondre dans les chats. Peut-être d'autres questions qui tournent autour de la méthode, l'approche, s'il y en a qui viennent. Il y avait une question quand même d'Amandine pour savoir si les 18 dernières rames étaient des TH ou des électriques. Ouais, j'ai répondu, j'ai vu qu'on a eu un mix des deux. Dans les derniers. D'accord. Ouais, c'est parce que ma question, c'était par rapport à la montée en compétences. Donc, tu avais déjà des thermiciens avant, en fait. Oui, j'avais déjà des thermiciens et on avait déjà une flotte de Régiolis en amont. Hein. Les 18, c'est pas, on a appris une nouvelle flotte. On a eu la chance de pouvoir acheter d'autres Régiolis et là on est arrivé maintenant, on a une flotte de 51 Régiolis, ZB confondus. Et en plus, j'ai même pour Intercité, j'ai 9 Coradia liners, donc c'est des Régiolis aussi, et donc j'ai 60 engins de ce type. D'accord. Parce que tu disais que t'as beaucoup plus de correctifs a priori qui est en train de tomber que tu n'avais pas spécialement vu avant parce que soit elle se dégrade, soit je sais pas quoi. Et je me demandais si c'était lié au fait que tu avais eu des thermiques après ou avant. Mais non, toi, tu as toujours eu un parc mixte en fait. Alors, il y a quand même quelque chose. J'ai des bons thermiciens, des bons dépanneurs thermiciens, mais j'en ai que quelques-uns. J'en ai une poignée. J'avais dire même, sur une doigt de menuisier plutôt, j'ai que quelques gars qui sont très compétents et qui sont en roulement et qui sont pas toujours là pour bien dépanner comme je veux les rames. Donc il faudrait développer un peu plus cette chose-là, mais c'est pas évident. C'est une compétence rare et qu'on a du mal à faire venir au sein de la SNCF. Je sais pas, je pense que tu as les mêmes soucis sur Aura. Hein. On n'attire pas facilement ces gens-là chez nous parce que dans le monde du poids lourd, il y a des moyens. Ça paye un peu mieux, ouais. Voilà. Ok, merci des précisions. Une dernière piste que là je suis en train aussi de donner à mes dirigeants, c'est qu'aujourd'hui on essaye de contraindre le système de maintenance pour des roulements que le market et la conception ont fait. Et j'essaye de leur expliquer que non, il faut d'abord penser une bonne maintenance, quitte à la faire bouger un petit peu, mais il faut que les roulements s'adaptent aussi à nous. Sans se dire qu'on ne va pas bouger, mais par contre, si on veut quelque chose de totalement industriel et fluide et optimisé, c'est de penser directement la maintenance dans les roulements. Ce qu'on a fait avec un autre client qui est Intercité, où les doubles créneaux de maintenance de 16 heures ont directement été mis dans les roulements des engins. Ce qui fait que l'engin rentre sur site et il sait qu'il va avoir de la maintenance dedans. Et c'est pas grave, ils n'auront besoin de l'engin que 16 heures après. Et c'est prévu dans l'enroulement et c'est fluide. J'aimerais pousser TER à faire la même chose pour optimiser notre système industriel.
Bon, merci beaucoup. On va bientôt arrêter les questions. La dernière peut-être qui était qui rentre les rames dans les ateliers, les conducteurs de ligne ou un remiseur? Chez nous, donc ça c'est une question de spécialiste Ah, ça SNCF. c'est clair. Aujourd'hui, c'est des remiseurs. Parce que Merci. j'ai une double chose, c'est que j'ai un site entremêlé RFN, donc voie ferrée nationale, et hors RFN, et j'ai des compétences qui sont importantes. Et j'ai énormément de bouger dans le site. Merci vraiment beaucoup Laurent. On va devoir arrêter les questions, je suis désolé, mais continuez à en poser, c'est pas un problème, et on essaiera de répondre soit si on a le temps à la fin, soit éventuellement on vous fera un petit mail de réponse tout à l'heure. Donc on vous propose maintenant, merci encore Laurent, quelques compléments. Et de mémoire, c'est moi qui commence, Christian, et après tu Oui. prends le relais, c'est ça? C'est ça qu'on a dit. Alors vous avez vu ce schéma tout à l'heure présenté par Laurent. On essaye d'expliquer la théorie des contraintes. Bon, vous avez vu la bouteille, hein, mais je vais aller très très vite en 3 minutes. Essayer de vous dire que on recherche dans une analyse quand on utilise la théorie des contraintes, on essaye de rechercher où est le goulot, c'est-à-dire où est la limitation qui m'empêche d'atteindre mon but encore plus fort, de créer plus de performance. Alors, 4 grandes vérités qui sont menées par la théorie des contraintes. Tout système a une contrainte. Deuxièmement, cette contrainte doit être légitime. Alors là, je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire si vous tombez sur une problématique qui est secondaire et qui devient contrainte de votre système, c'est vraiment très très dommage. Et là, il faut pas l'accepter évidemment. Par contre, il est normal d'avoir une contrainte quand elle est légitime, et l'objectif c'est de travailler sur cette contrainte. Donc là, la contrainte dont nous a parlé Laurent, elle est tout à fait légitime. Vous êtes sur vos infrastructures, vos moyens, vos rames. Vous avez absolument besoin de travailler sur cette disponibilité-là. Vous êtes sur le cœur de votre système et de votre création de valeur, donc la contrainte est au bon endroit. Il faut du coup essayer d'optimiser la quantité de valeur qui passe à travers cette contrainte, et non pas maximiser la charge de toutes les ressources, qui est le risque que l'on a souvent, c'est-à-dire d'essayer que tout le monde travaille beaucoup. Mais quand vous essayez que tout le monde travaille beaucoup, vous créez ce qu'on appelle du stock en industriel, ils connaissent bien ça, ou vous faites des accumulations de dossiers pour les gens qui avaient moins de travail que les autres, mais vous n'améliorez pas le système, au contraire, vous l'engorgez, vous rajoutez des difficultés. Et donc, il ne faut pas tomber dans ce panneau. Du coup, évidemment, le travail au Technicentre, ça a été d'abord et avant tout de rechercher ce goulot. Et ça a été fait en fait assez vite, hein. Les équipes se sont mis à la fin de la deuxième journée de travail avec l'équipe. On avait notre goulot, on avait notre contrainte, et on savait à peu près les moyens qu'on avait à mettre en place pour travailler dessus. Et le premier principe, donc, c'était d'essayer de vérifier où étaient les problèmes pour créer de la valeur. Là, un petit schéma humoristique, mais évidemment, où sont nos roues carrées, hein, qui limitent cette capacité. Voilà, alors je ne vais pas aller plus loin sur la théorie des contraintes, vous avez vu, j'ai été très rapide, mais c'est vraiment l'idée, c'est de dire probablement que sous vos pieds, il y a un gisement de performance, et que ce gisement de performance doit pouvoir répondre à vos besoins en fait. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Christian sur cette description un peu plus précise de la difficulté qu'on a pu rencontrer au Technicentre. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est assez caractéristique des environnements où la maintenance est importante. C'est que là on l'a vu dans ce cas-là, mais on a souvent besoin d'avoir plusieurs ressources au même moment, et chaque ressource a ses propres aléas. Donc là, typiquement, dans notre cas, on avait le risque, je vais remettre ma caméra, on a le risque, bien sûr, que les rames ne soient pas là ou n'arrivent pas à l'heure quand on en a besoin, même si elles étaient prévues. Même si aussi on avait planifié sur quelle voie et autres ça devait arriver, on a aussi des risques sur les infrastructures. Est-ce qu'elles vont être disponibles ou pas? Est-ce que la voie va pas être occupée par une autre rame, etc. Et puis également des risques sur les compétences, hein. Laurent nous a bien montré à quel point c'est un métier très technique, et il y a besoin d'avoir des compétences qui sont au niveau pour pouvoir effectuer les opérations. Et donc il suffit qu'il y ait un aléa de maladie ou d'autres choses, et on peut avoir également des problèmes pour satisfaire la demande. Et il suffit qu'il y en ait un des trois pour que ça ne marche pas, pour que la maintenance ne fonctionne pas.
Et puis, on a encore toujours des aléas sur la maintenance en tant que telle, hein, parce que on prévoit un certain nombre d'heures pour une opération, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas avoir une vis qui va être grippée, avoir besoin de, voilà, quand on ouvre le moteur, qu'on se rend compte qu'il y a une fuite, etc., et de devoir rentrer et de devoir effectuer une opération de maintenance plus longue que même ce qui était prévu. Et tout ça, bien entendu, il faut le prendre en compte. Donc, on a tendance à, comme l'a dit Laurent, peut-être à se marger un peu, mais c'est toute la difficulté du système. Alors, pour comprendre ça, on avait envie de faire un petit jeu, mais j'ai envie de dire c'est le jeu auquel vous avez échappé, puisqu'on est en distanciel, parce que si on avait été en présentiel, on vous aurait tous donné des dés pour simuler ça, c'est ce qu'on va voir. On va proposer une petite simulation, enfin on va vous montrer les résultats d'une petite simulation si on avait pu le partager avec vous en présentiel, en disant que comme on a 3 conditions qui doivent fonctionner et qui doivent être simultanées, imaginons quelle est la variabilité qu'on va avoir. On a dit qu'il y avait des aléas, donc une certaine variabilité sur chacune de ces conditions. Et bon, c'est quelque chose qui est inspiré du jeu des allumettes de la théorie des contraintes, hein, mais qui travaille sur un système en ligne, hein, pour des approvisionnements, pour une supply, et qui va indiquer où mettre des réserves, un buffer. Là, cette fois-ci, on est dans un système un peu différent, mais on va retrouver quand même une partie des problématiques, à savoir qu'à partir du moment qu'on a une certaine variabilité, eh ben, on ne va pas réussir à obtenir la pleine efficacité. Alors, pourquoi partir sur 2D, hein, c'était juste, là, vous voyez sur le schéma, dès qu'on commence à avoir 2D, on va avoir une forme qui commence à ressembler à une gaussienne, qui ressemble plus à la réalité. C'est-à-dire que quand même, avec 2D, on a une grosse probabilité, hein, c'est l'écart type, d'être au-dessus de la moyenne plus la moyenne moins l'écart type, c'est-à-dire qu'on a plus de, je crois que ça doit être 70% de chance d'être au-dessus d'un 5, qui serait assez pénalisant si on veut lancer 2D. Donc la petite simulation, voilà ce qu'on vous aurait proposé, mais si tu peux passer, Paul, en se disant que sur un modèle simplifié, voilà, vous avez des aléas. Nous, on aurait considéré qu'on enlevait l'aléa de la journée de maintenance réussie, mais quand même, on mettait des dés, 2 dés pour simuler la partie aléatoire de la capacité de chaque ressource nécessaire, hein, la RAM, l'infrastructure et puis les personnes. Et en se disant que si vous avez en moyenne, vous faites en moyenne 7 avec 2 dés, ah, tu as été un peu vite, voilà. Et je vous ai dit 85% du temps, on est au-dessus de 5, donc ça devrait globalement assez bien se passer. Et voilà ce que ça donne sur une petite simulation Excel qu'on aurait pu faire avec vous, parce que quand on le fait ensemble, on s'en rend beaucoup mieux compte. C'est voilà, sur une dizaine de journées, les unes après les autres, voilà ce qui se serait passé. Donc c'est une simulation qu'on a faite comme ça sur Excel. On se dit quel est puisqu'on s'aligne sur le minimum, quel serait le minimum de la journée. Donc typiquement le jour 1, eh ben, on n'avait que 3 en matériel, donc c'est lui qui était, et puis aussi pareil 3, donc c'était une très mauvaise journée, hein, 3 en personnel, donc on aurait pu sortir que 3. Et puis il y a d'autres journées comme le jour 3 où on est à 11 en matériel, 7 en infra et 8 en personnel, donc on se dit on était capable de sortir 7. Ce qui fait que quand on regarde horizontalement en moyenne, on se rend bien compte que aussi bien le matériel que les infras, que le personnel, on est globalement à la capacité moyenne qu'on pouvait attendre, hein. Au pire, en infra, on est un peu en dessous, on est à 6 alors qu'on attendait une moyenne de 7. Mais quand on regarde la moyenne du résultat de chaque journée, on est en dessous de 5. Donc tout ça pour dire que la difficulté, elle est dans la concomitance et le besoin d'avoir les éléments ensemble. Et comme donc voilà, on peut continuer, hein, maintenant, Paul. La réponse à ça, ça va être de bien choisir sa contrainte et autour de quoi on doit s'organiser et où sont les marges. Très bien. Donc, du coup, on voudrait juste attirer votre attention sur un premier point, c'est que on aimerait faire, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne critique et qui est une autre façon d'utiliser la théorie des contraintes, mais plutôt dans le monde des projets, dans un système de ressources interdépendantes qu'on appelle en étoile ici, hein, dans ce cas-là, hein, où on n'est pas en ligne, le risque est que toutes les ressources se voient comme des contraintes, c'est-à-dire que chacun finalement s'est habitué à la situation et quand on lui dit en fait on va t'amener plus de choses à faire, etc., se dit mais en fait c'est pas possible.
regarde, je suis déjà occupé et je ne peux pas en ajouter. Et donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les marges ont disparu. Les marges dont parlait tout à l'heure Laurent en disant il en faut, et heureusement qu'il y en a, sauf qu'on les voit plus en fait. Chacun en a pris, on les a plus ou moins planqués, plus ou moins consciemment, et on ne les voit plus. Et donc en management de projet, on a une petite règle hein, qui dit que quand on donne du temps à une équipe ou à une personne pour faire une tâche, en général, il va prendre ce temps-là. Et ben on va faire un corollaire ici dans un système complexe. Les ressources ont tendance à utiliser 100% de leur capacité sur les tâches qui leur sont allouées. Donc même quand ils ont de la marge, en fait, ils vont s'installer dans ce système-là. Et quand on va leur dire, en fait, on va vous donner plus de tâches, ils vont dire, mais non, mais c'est pas possible. Et donc parce qu'en fait, les marges, on les voit plus, on les a fait disparaître. Et ça va être une des difficultés qu'on aurait pu avoir à l'atelier. Mais là, Laurent nous a dit tout à l'heure que finalement les équipes ont bien compris le principe et finalement on pouvait avoir un peu d'inquiétude hein, sur le fait qu'on allait proposer aux équipes finalement à la fin de travailler plus, pas en quantité de temps, mais dans le temps qui est alloué, finalement, si on arrive à créer plus de maintenance, ça veut dire qu'à la fin, les équipes vont travailler plus. Et en fait, il n'y a pas eu du tout de résistance et finalement, elles l'ont bien pris. Mais on avait au départ, le risque, hein, c'est qu'au départ, en apparence, il n'y avait pas de place pour faire plus de maintenance. Alors, donc la vraie contrainte peut disparaître derrière des marges cachées et donc ça c'est important. Alors, ce qu'on voudrait vous montrer, c'est qu'on n'a pas réussi encore à mettre en place à Toulouse, mais on ne désespère pas parce qu'il y a un petit problème technique pour compter les tickets, vous allez voir ce que c'est. Pour nous, il est très important. Ah ben, je vais laisser Christian, pardon. C'est Christian qui doit l'expliquer celui-là. C'est lui qui l'a inventé avec Laurent. Hein. Voilà. En fait, bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi parce que justement, il faudrait que les différents systèmes se parlent. Mais on aurait souhaité pouvoir mettre en place cet indicateur qui mesure pour chaque journée quelle est la quantité de maintenance effective réalisée. Donc la quantité de maintenance, c'est le nombre d'heures gamme qui était prévu, hein, comme la valeur acquise en gestion de projet, et qui correspondent également au pourcentage de pas qu'on a avancé. Parce que c'est sûr que si on fait une opération, mais qu'on avait fait que 40%, c'est comme si dans votre voiture, vous faisiez l'entretien des 25 000 km au bout de 10 000 km, vous avez quand même perdu, entre guillemets, 15 000 km de capacité encore à rouler sans avoir à refaire cet entretien. Donc il faut le pondérer, pas faire les choses trop tôt, ni non plus, ce qu'a dit tout à l'heure Laurent, ni attendre de se caler aux 24 900 km, parce que là, pour des questions de sécurité, aux 25 000, on veut pas changer les choses. Et donc on voudrait avoir un système qui mesure ça et qui mesure également le nombre de ce que nous on appelait des tickets, c'est-à-dire le nombre de fois où une RAM n'est pas disponible le matin ou le soir. Hein, parce qu'en gros, il y a des opérations qu'on peut essayer de caler en milieu de journée, qu'on peut caler le week-end, qui ne consomment pas du ticket. Donc ça serait un indicateur qui pousserait l'ensemble des acteurs, donc aussi bien ce qu'à la SNCF ils appellent la STF pour Toulouse, hein, c'est-à-dire le service qui planifie à l'avance l'arrivée des rames, et le centre de maintenance, pour avoir un objectif commun, de se dire comment on s'organise pour maximiser ça. Donc c'est un indicateur qui reflète le but. Voilà. Contrairement pourquoi on est parti là-dessus, au moins ce qu'on a quand même commencé à travailler avec les équipes et à leur montrer, c'est que il y avait pour l'instant des indicateurs qui existaient, qui étaient des indicateurs que je vais appeler d'adhérence, c'est-à-dire qu'on allait mesurer dans quelle mesure chacun avait fait ce sur quoi il s'était engagé au préalable plusieurs semaines. Et bien entendu, c'est cette partie aléatoire qui, certes, hein, je vais répondre en même temps à Amandine dans ses questions dans le chat, c'est très exagéré avec les dés, hein, c'est juste pour comprendre, c'est sûr qu'on n'a pas une telle variabilité dans la réalité, mais il y a quand même une partie d'aléatoire, ce qui fait que chacun passe son temps à se justifier sur les quelques éléments qu'il n'a pas pu faire, pourquoi un tel était absent, pourquoi il y a eu un problème au démontage du moteur, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi telle rame on n'a pas pu la faire venir. Donc c'est sûr que c'est important de continuer à travailler sur ces aspects-là. Plus on réduit la variabilité, mieux c'est. C'est souvent les logiques qu'on va avoir dans le Lean ou dans le Six Sigma. Mais aussi, ce qui est important, c'est de se dire, pour déjà tenir compte de cette variabilité, on sait qu'il y a des marges qui sont un peu partout, et faisons en sorte que ces marges, on les utilise. Hein. Et ça, pour l'instant, on n'a pas d'indicateur pour montrer ça. On n'a pas d'indicateur pour montrer que le temps de réserve qu'on s'était donné pour être sûr de répondre, d'avoir fait toute la maintenance en temps et en heure et autres, est-ce que finalement, quand tout se passe bien, où est-ce qu'il est ce temps? Bien souvent, il était perdu et ça, on n'avait rien pour le mesurer, alors qu'on voudrait justement être capable de
de faire d'autres réalisations pendant ce temps-là. Voilà, donc c'est ce qui nous pousse à proposer cet indicateur. Il commence à être mesuré, mais aujourd'hui c'est encore un peu compliqué par les systèmes. On voit aussi une amélioration tendancielle, mais comme c'est des chiffres qui peuvent être contestés, on ne l'a pas encore complètement mis en place. Voilà pour la petite histoire. Alors, pour terminer, pour aller vers la fin et pour la conclusion, on voudrait vous rappeler comment on a travaillé et que Laurent l'a déjà bien expliqué. Alors, c'est un terme qui est très utilisé dans le monde industriel et dans le monde de la TOC en particulier. C'est le POOGI en anglais, hein, c'est le Process of Ongoing Improvement. C'est comment faire de l'amélioration continue. La théorie des contraintes propose de le faire en 5 étapes qui ont été pratiquées en fait à Toulouse et on a fait surtout les 3 premières en fait. Hein. Donc, on a identifié la contrainte, comme vous l'avez dit, ça a été assez vite. Hein, je vous reviendrai là-dessus. La deuxième, c'est d'exploiter cette contrainte, c'est-à-dire que quand vous avez une rame présente au technicentre, il faut être certain que cette rame, vous créez le plus de richesse possible avec elle, parce que c'est elle qui vous coûte cher. C'est les tickets dont parlait Christian juste avant. Donc les tickets, ça symbolise le fait que quand vous immobilisez une rame, ça coûte cher à l'exploitant. C'est quelque chose c'est votre pépite là. Vous avez arrêté votre pépite puisque vous ne pouvez plus produire de service pour vos voyageurs. Et donc quand cette rame elle est arrêtée, il faut être certain que vous l'avez pas arrêtée pour rien, que vous allez surtout faire en sorte que vous n'allez pas avoir à l'arrêter dans les 5 jours qui suivent, hein, comme c'était le cas au TCO, au Technicentre de Toulouse. On voyait qu'elle revenait tous les 5 jours, comme l'a dit tout à l'heure Laurent. Et donc, il faut arriver à sortir de ce cycle où en fait on était chassé par les contraintes de butée, et où on était obligé de reprendre les rames de manière complètement, j'allais redire aléatoire, mais de manière un petit peu désordonnée. Et donc, il fallait absolument sortir de ça. Donc, utiliser la rame pour réaliser le maximum de maintenance pertinente, évidemment. Hein, là, la question n'est pas de faire n'importe quoi. Et ensuite, souvent plus difficile et plus fin pour comprendre et pour organiser, il faut globalement organiser tout le travail qui est autour, l'affectation des voies, la formation, la planification, pour utiliser au maximum les rames présentes. C'est-à-dire il faut être certain qu'on a tout préparé et que tout le monde a bien compris que l'objectif, c'était de faire le plus de maintenance possible. Alors, un des chantiers sur lesquels on est encore en train de travailler avec les équipes pour convaincre, parce que la SNCF, et je pense, et ça fait partie de ses talents et de ses forces, est dans une logique de contrat, c'est-à-dire on aime bien faire ce qu'on avait promis. Sauf que là, nous, on aimerait inverser un petit peu la tendance en disant, mais on aimerait bien vous en proposer plus que ce que vous êtes capable de faire en théorie au Technicentre, c'est-à-dire sur un arrêt de 8 heures, par exemple, au lieu de vous dire, pour être sûr d'être bon au H00, on va vous en mettre pour 6 heures, parce que le temps qu'elle arrive, le temps qu'elle ressorte, le temps qu'elle passe à la station, etc., on va pas travailler plus de 6 heures. Sauf que de temps en temps, et certaines opérations, on arrive à les faire plus vite que les 6 heures. Donc de temps en temps, on avait prévu 6 heures de travail, mais finalement, on a fait tout en 4 heures. Et en fait, la rame, elle était disponible 2 heures de plus, on n'a rien fait parce qu'on voulait être sûr de garantir le H00. Et donc là, l'idée, c'est par exemple de dire, on va vous proposer des opérations qui sont optionnelles, comme Laurent l'a dit tout à l'heure. C'est pas grave si on les fait pas, mais si vous avez le temps, il faut les faire. Voilà. Et ainsi, vous allez taper ce qu'on appelle taper dans la butte, hein, vous allez reprendre de votre retard, parce qu'aujourd'hui, la situation du Technicentre Occitanie, c'est que on court derrière le travail qui est en retard. Et c'est seulement beaucoup plus tard que vous avez besoin d'aller voir la quatrième étape, ou la 5e, ça par contre, il faut le faire régulièrement, c'est de vérifier que votre contrainte pourrait avoir bougé en fonction de votre plan de transport, de votre situation sociale, de votre situation matérielle, etc. Alors justement, le risque évité qu'on avait, c'est-à-dire qu'au départ, finalement, les idées qu'on aurait pu avoir au tout début dans cette mission, c'est de dire il faut construire un nouvel atelier, hein, il faut embaucher, il faut, comme le demande la STF ou l'exploitant, il faut vous travailler plus le week-end et la nuit quand moi j'ai pas besoin de mes rames. On pourrait acheter des rames. On pourrait stocker plus de pièces, voilà, etc. C'est ce qu'on a entendu nous quand on est venu faire notre petite immersion au début. On nous a dit en fait c'est ça qu'il faut faire. C'est pas très compliqué. Et en fait, on est ici sur, non, justement, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent sur la table, on n'a pas besoin de faire la révolution sur les méthodes, sur les moyens, etc. Il faut déjà
apprendre à bien travailler avec notre contrainte et à maximiser ce qu'on arrive à faire avec notre contrainte. Vous imaginez que si on achète des rames supplémentaires pour compenser le fait qu'on n'a pas de la dispo, hein, en fait c'est un serpent qui se mord la queue, hein, puisque vous rajoutez des rames à entretenir au technicentre. Donc vous avez l'impression qu'en apparence au début vous allez résoudre votre problème parce que vous avez des rames neuves, mais quand les rames elles auront besoin d'avoir de la maintenance, vous n'allez pas résoudre votre problème. Au contraire. Et pour terminer, hop, la démarche, donc cette fois-ci un peu plus pour vous décrire comment on a travaillé. On a créé, après l'immersion, on a créé une équipe de sachants, hein, basée sur justement les sachants du technicentre. On a associé la STF, même si elle ne fait pas partie du technicentre. C'était important pour nous d'avoir l'exploitant avec nous pour travailler et comprendre. On les a formés tout en faisant eux-mêmes le diagnostic, hein, c'est-à-dire c'est pas nous qui avons fait le diagnostic, c'est eux qui l'ont fait, en apprenant à manipuler les outils de la théorie des contraintes. Et donc très rapidement, ils sont arrivés à définir le système, son but et à réaliser cette première étape d'identifier la contrainte. Ensuite, il y a eu un travail de communication important. Je crois que Laurent, vous êtes à la 6e communication que vous envoyez à toute l'équipe. Un petit A4 qui décrit là où vous en êtes, comment vous travaillez, où est-ce que vous êtes en ce moment. Et il y a eu un kick-off où il y avait, alors c'était compliqué de faire un kick-off en période de Covid, hein, je peux vous assurer, hein. Mais on a réussi à faire des kick-offs à distance en mettant les équipes dans certaines salles en respectant bien sûr les gestes barrières et puis les jauges dans les différentes salles. Et on a pu avec le directeur régional, le directeur du technicentre, voilà, c'est ça. On a réussi à faire ce kick-off. Et ensuite, piloter les groupes de travail autour de ces étapes 2 et 3 dont on a parlé, exploiter la contrainte et subordonner. Et puis, l'idée, c'est de faire des petits pas, tester, célébrer, montrer que ça marche et entraîner les équipes dans cette spirale de succès et de montrer que très rapidement, vous arrivez à avoir des résultats sans avoir changé beaucoup de choses. C'est juste de la manière de faire et de programmer et d'organiser votre travail. Voilà, donc la question qui était posée dans ce webinaire, hein, qui était la rupture de performance dans un technicentre SNCF, comme l'a dit Laurent, oui, on attend une performance et une rupture et on espère que dans 8 semaines, on pourra vraiment célébrer parce qu'on aura le béret Geolis qui montrera les mêmes caractéristiques que le Z et puis après on passera avec le double étage, etc., ce qu'on appelle les régios de Zen, si je ne me trompe pas, Laurent. Voilà, et on va entraîner petit à petit comme ça toutes les séries dans le même cycle. Et l'idée, c'est de bien montrer que cette rupture, elle ne demande pas des ruptures dans vos méthodes, dans vos infrastructures, dans vos investissements. Elle demande par contre de se remettre en question assez fortement sur là où ça paye, là où ça marche, là où ça va donner de la valeur. Et puis, moi, je vous rappelle ma petite bouteille de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire où est le goulot. Et ce qu'il faut pas louper, c'est pas travailler ailleurs qu'au goulot. En fait, le seul endroit où il faut vraiment se concentrer, c'est au goulot de ma petite démonstration de tout à l'heure. Alors évidemment, alors là, on va rentrer dans les 3 minutes de publicité pour Optime, hein, excusez-nous, hein, mais c'est juste le dit, et chez vous, est-ce que vous n'auriez pas besoin de rupture dans les résultats sans grande rupture dans les investissements? Bon, je sais pas vous, mais nous, les industriels ou les gens qui travaillent dans les services autour de nous, ils ont souvent ce besoin-là. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vais conclure juste avec 2-3 petits messages à caractère publicitaire. C'est juste de dire que le prochain webinaire que nous avons, c'est vendredi 18 juin. Ça sera d'ailleurs animé par de mémoire des gens qui sont présents. Il doit y avoir Patrick qui sera un des animateurs de ce petit déjeuner autour de la RSE avec Charles. Merci Charles de mettre ta caméra, super. Voilà. Et petits gestes, petits pas et grandes avancées vers un modèle d'entreprise qui préserve et le capital humain et le capital naturel. Voilà, avec cette fois-ci, ça sera nous-mêmes qui serons notre propre invité. On vous parlera de la démarche Optime. On vous a beaucoup parlé de théorie des contraintes. Donc, si ça vous intéresse, en 2 jours à peine, vous aurez tous les outils de base pour pratiquer et pouvoir analyser votre système et trouver vos contraintes. Voilà, donc ça sera le 17 et 18 juin, qui sera a priori pour l'instant prévu en distanciel. Voilà. Donc c'est assez facile. On en a une autre aussi pour début juillet, le 1 et 2 juillet. On n'a pas mis ici, mais on en a une le 1 et 2 juillet pour l'environnement projet. Donc c'est ça. Spécifique à l'environnement projet. Et enfin, dernier message, on voulait vous dire que nous avons lancé l'école de consultants Optime.
Et donc, pour ceux qui veulent devenir consultants internes ou externes, c'est une formation qui est reconnue au RNCP, elle est éligible au CPF. C'est une équivalence bac plus 5 et nous proposons cette formation il y aura une deuxième session qui va se démarrer avant l'été. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à contacter le petit email qui est là-dessous et que vous aurez dans le document qu'on va diffuser en compte rendu. Et c'est Bernard que vous voyez à l'écran qui répondra à votre mail. Voilà. Et voilà, et je finis juste en vous disant qu'Optime Ressources était d'abord très content de vous accueillir. Nous avons 35 ans, un peu plus de 35 ans d'âge. Nous sommes 20 maintenant. Nous avons eu la particularité de nous être transformés en scope il y a 2 ans et en fait, le cabinet a été racheté par ses salariés et nous sommes transformés en coopérative. Donc nous sommes une scope. Et vous avez ici nos 5 lieux de travail et d'excellence au service des entreprises pour lesquelles nous travaillons, avec un objectif, c'est la performance des organisations et l'épanouissement des personnes autour de l'excellence opérationnelle, on vous en a beaucoup parlé ce matin, le management de projet, le développement RH, l'excellence managériale et bien entendu globalement l'accompagnement des entreprises autour de leur vision stratégique et transformation. Voilà pour moi. J'ai repris ce petit dessin du dernier webinaire que j'avais trouvé sympa parce que je ne sais pas si vous êtes en télétravail ou pas, mais j'ai trouvé assez sympa cette petite trouvaille. J'aimerais vous demander, si vous êtes d'accord, on voudrait faire un petit nuage de mots avec un mot que vous voudriez nous donner. Donc si vous pouvez aller dans le chat, chacun, tous, et nous donner un mot pour conclure. Et puis ensuite, bien entendu, je vais vous mettre un petit lien dans le chat pour que vous puissiez nous faire un petit feedback à ce séminaire. Voilà, donc je vais vous donner le lien dans le chat et je vous laisse nous mettre un petit mot de bilan. Et puis en même temps, je vous mets le lien. N'hésitez pas, il y a 4 questions. Vous allez voir, ça va être très rapide. Il y a 4 questions pour répondre à notre petit point d'évaluation de ce webinaire. Il me reste à vous remercier beaucoup pour votre présence et votre participation. Merci à tous les collègues de la SNCF qui sont venus écouter Laurent et qui sont potentiellement d'autres régions. En tout cas, je ne vous connaissais pas. Au plaisir de vous rencontrer. Et puis, évidemment, un big up pour Laurent. Merci beaucoup, Laurent, pour ta disponibilité et pour la confiance que tu nous as faite. Il a fallu que tu t'accroches, que tu te battes pour avoir cette mission, pour venir t'aider. Donc, on est très fiers et très contents d'avoir pu la faire avec toi. Voilà, si tu veux dire 2 mots. Non, merci à vous. Approche intéressante. Là, quand vous êtes venu faire le diagnostic et autres, vous avez profité de nous faire un petit cours de talk en accéléré, mais ça a été très apprécié par les équipes et ils ont de suite approché. C'était super bien vu. Ils ont de suite compris que c'était pas là pour réduire et bouffer la marge à tous les niveaux, mais c'était juste mettre la marge au bon endroit et ils ont vu quelque chose d'intéressant. Voilà. C'était sympa et moi ce que je voulais dire, c'est, je l'aurais toujours dit aux agents, on est là pour travailler avec la sérénité et arrêter le mode pompier. Le cheminot aime bien ça, c'est sauver son truc tous les matins, il met sa cape rouge. J'aurais dit c'est bien mais c'est usant dans le temps. Là on retravaille de la sérénité et c'est des mots que j'ai entendus dans la bouche des agents et c'est super. Merci à vous. Par contre, c'est pas fini. Alors, c'est pas fini. De toute façon, maintenant, c'est jamais fini. Voilà. Donc, en tout cas, super. Merci beaucoup, Laurent. Et si vous avez encore quelques questions, le chat reste ouvert quelques minutes jusqu'à 10h. Vous pouvez poser vos questions. On y répondra a posteriori. J'ai vu que il y avait eu quelques dialogues entre Amandine et Christian, mais on continuera ces dialogues avec vraiment beaucoup de plaisir. D'ailleurs, j'ai oublié de remercier dans l'équipe de Laurent une personne qui nous a beaucoup aidé et qui nous aide encore beaucoup. C'est Didier, qui, je sais plus quel est le nom de sa fonction. Excuse-moi, Laurent, mais Didier Carnigno est responsable méthode et planification chez moi. Voilà, qui a été une clé de succès énorme pour nous parce qu'il avait accès à toutes les infos et puis il est rentré dans le système voilà, et il nous a aidé à trouver plein de solutions de manière extrêmement efficace. C'était super. Donc merci à lui, tu lui retranscriras. Ça sera fait. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup. On coupe les micros et puis je vous souhaite une bonne journée et pour ceux qui prennent un grand week-end, un très bon grand week-end de Pentecôte.